que les Français gèrent leurs affaires. Nous ne nous immisçons pas dans les affaires de la France, donc nous ne voulons pas que la France s'immisce dans nos affaires. Notre destin n'est plus subjugué aux caprices d'une puissance étrangère. Voilà. Et au niveau de l'Afrique, nous voulons montrer que c'est possible. Il est possible de se libérer. Il est possible de prendre son destin en main. Il suffit d'avoir la volonté et le soutien de son peuple. Donc on ne peut pas donner un droit de veto à l'Afrique en ignorant la Confédération des États du Sahel. Donc nous pensons que dans le cadre de cette réforme-là, il faudra en tenir compte, ou alors ce Conseil de sécurité sera bloqué. Vous ne pouvez pas être souverain si vous ne contrôlez pas votre information. Si vous ne contrôlez pas l'information qui sort de chez vous, l'information qui entre chez vous. Et nous avons longtemps été victimes de cela. Car qui s'attaque au Mali, s'attaque au Burkina Faso et s'attaque au Niger. Donc en s'attaquant aux soldats maliens via les terroristes qui entrent au Mali, l'Ukraine s'attaque en même temps à notre pays. L'Ukraine n'a qu'à régler ses propres problèmes d'abord dans son pays. Nous ne pouvons pas comprendre que des entreprises étrangères soient au Burkina Faso. Ils exploitent notre or, protégés par nos soldats. Et qu'en même temps, leur pays d'origine, non seulement refuse de nous vendre des armes, mais bloque les armes que nous achetons. Donc en mettant ensemble nos atouts, la Confédération des États du Sahel peut devenir une grande puissance, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Le président Ibrahim Traoré, dans une interview, il a tout récemment évoqué le fait que le Burkina Faso était justement en train de retirer des permis d'exploitation des mines aux entreprises étrangères. Quel est votre regard sur ce sujet? Pour ça, il faut comprendre le président. Vous savez, nous sommes actuels. Le problème fondamental actuellement au Burkina Faso, c'est le terrorisme. C'est lutter contre le terrorisme. C'est ça même qui a amené le président Ibrahim Traoré au pouvoir. Alors, nous ne pouvons pas comprendre que des entreprises étrangères soient au Burkina Faso. Ils exploitent notre or, protégés par nos soldats. Et qu'en même temps, leur pays d'origine, non seulement refuse de nous vendre des armes, mais bloque les armes que nous achetons. Voilà le vrai problème. Avec quoi vous voulez que nous protégions vos ouvriers, vos entreprises, contre les terroristes? Donc, c'est comme si ils étaient complices des terroristes. Alors donc, c'est tout ça qui a amené, n'est-ce pas, à réexaminer le projet des permis d'exploitation. Alors, les pays de l'AES ont annoncé le lancement de plusieurs satellites en partenariat avec Roscosmos. Ce projet intervient en réponse aux défis de souveraineté, de sécurité et de développement de la région. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet, son importance également pour le Burkina Faso? Mais vous êtes journaliste. Vous savez, c'est l'importance de l'information. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Vous savez que ce qui caractérise les pays de l'AES, c'est la souveraineté. Nous voulons retrouver notre souveraineté qui a été bafouée depuis longtemps. Vous ne pouvez pas être souverain si vous ne contrôlez pas votre information. Si vous ne contrôlez pas l'information qui sort de chez vous, l'information qui entre chez vous. Et nous avons longtemps été victimes de cela. Je pense que même de grands pays comme la Russie, la Chine, l'Iran ont un certain contrôle sur l'information qui entre chez eux et qui sort de chez eux. Et nous ne pouvons pas être tributaires non plus, toujours tributaires, des instruments de nos adversaires. Ceux-là même qui veulent nous dominer et qui viennent, n'est-ce pas, avec leurs satellites, etc., nous ne pouvons pas être tributaires d'eux seuls. Il faut que nous allions vers des partenaires que nous estimons sérieux, envers qui nous avons confiance, envers qui nous voulons, nous savons qu'ils peuvent nous accompagner dans le cadre de notre politique de souveraineté. Voilà pourquoi ce projet-là est en train d'être négocié avec la Russie. Alors, vous avez déjà évoqué le fait qu'il y a une confédération des États du Sahel qui a été créée et on sait que le Sahel a connu énormément de changements il n'y a pas longtemps. Quels sont les principaux défis que l'AES et la Confédération des États du Sahel doivent relever pour assurer la paix et la prospérité dans le Sahel? Et comment envisagez-vous le rôle des partenaires internationaux pour, bien sûr, vous soutenir? Le principal défi, c'est-à-dire, il y a plusieurs défis, mais le principal défi, c'est la sécurité. D'ailleurs, ce qui a amené la constitution de la Confédération de l'AES, c'est le besoin
d'unir nos efforts pour lutter contre le terrorisme, qui a été suscité sur le plan international pour affaiblir nos États. Nous nous sommes rendus compte que, avant qu'il y ait la confédération de l'AES, par exemple, quand vous pourchassiez des terroristes, ils partaient se réfugier dans un autre pays voisin. Et vous n'avez pas le droit de poursuite. Donc, vous savez, il est entré dans le pays voisin, vous les voyez entrer, mais comme c'est un pays étranger, vous ne pouvez pas le poursuivre là-bas. Et pendant longtemps, on a eu ce problème avec le Niger. Avant l'avènement du président Tiani, le 26 juillet 2023. Donc, c'est ce qui a amené les trois pays à se rendre compte que tout seul, chacun ne peut pas venir à bout du terrorisme. Il faut qu'on se mette ensemble, qu'il y ait un droit de poursuite sur les terroristes. S'ils sont au Burkina Faso et que nous les poursuivons, qu'ils entrent au Mali, que nous ayons la possibilité d'entrer en territoire malien pour les poursuivre. Et vice-versa. Avec le Niger aussi, la même chose. Donc, nous avons compris qu'il fallait se mettre ensemble, conjuguer nos efforts pour mettre fin à ce terrorisme-là. Et donc, en le faisant, on s'est aperçu aussi que il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Puisque de toutes les façons, non seulement nous avons la même préoccupation qui est la lutte contre le terrorisme, mais nous avons la même orientation politique au niveau de ces trois États. Donc autant se mettre ensemble pour envisager l'avenir en commun. Voilà ce qui a amené la création de l'Alliance des États du Sahel. Alors, vous embrayez déjà sur ma prochaine question en parlant d'avantages communs, autant pour moi. Quels sont les autres avantages que représente l'Alliance ou la Confédération des États du Sahel pour le Burkina Faso? Écoutez, je pense que c'est assez évident. Quand vous prenez le Mali, le Burkina et le Niger, vous avez plus de 2 700 000 km². Ça fait un vaste État. Vous avez près de 80 millions d'habitants, soit à peu près la moitié de la population russe. Vous voyez que ce n'est pas négligeable. Vous avez au moins 3 aéroports internationaux, à Niamey, à Ouagadougou, à Bamako, avec un autre grand aéroport international en voie d'achèvement à Ouagadougou, dans le village de Doncé. Et vous avez, n'est-ce pas, des structures économiques complémentaires. Quand vous prenez la production de coton du Mali, du Burkina et du Niger et que vous mettez ensemble, ça fait une grande force. Quand vous prenez la production d'or du Mali, du Burkina et du Niger, ça fait une grande quantité. Quand vous prenez la production de bétail de ces trois pays, c'est innombrable. Donc, en mettant ensemble nos atouts, la Confédération des États du Sahel peut devenir une grande puissance, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Alors, la Confédération des États du Sahel a tout récemment écrit au Conseil de sécurité de l'ONU pour bien évidemment citer le soutien de Kiev aux rebelles de la région. Quelle est la position du Burkina Faso sur ces sujets et cette volonté finalement de faire tronc commun? Est-ce que on peut dire que c'est une façon de changer la donne sur la scène diplomatique internationale? D'abord, par rapport à l'Ukraine, je vais vous dire une chose. Pourquoi les Ukrainiens ont commencé à soutenir les terroristes dans notre région? C'est pour faire mal à la Russie. Parce qu'ils savent que les Russes ont une coopération militaire et en matière de sécurité avec les trois pays. Et donc, en voulant s'en prendre à nos États, ils cherchent à affaiblir la Russie. Est-ce que vous avez vu? Et en cherchant à affaiblir la Russie, ils vont en pacte avec nos ennemis qui sont les terroristes. Donc, nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, nous ne pouvons que nous allier à la position du Mali, car qui s'attaque au Mali, s'attaque au Burkina Faso et s'attaque au Niger. Donc, en s'attaquant aux soldats maliens via les terroristes qui entrent au Mali, l'Ukraine s'attaque en même temps à notre pays. C'est comme ici en Russie. Si quelqu'un s'attaque à une république autonome de la Russie, c'est toute la Russie qui est en cause. C'est la même chose chez nous. Donc, en s'attaquant aux soldats maliens, c'est comme si c'était attaqué. Ils s'attaquaient au Burkina Faso et au Niger. Donc, nous faisons cause commune avec les autorités du Mali et nous condamnons fermement l'intrusion de l'Ukraine dans notre pays. L'Ukraine n'a qu'à régler ses propres problèmes d'abord dans son pays. Voilà. Voilà la position du Burkina Faso. La deuxième question, c'était quoi?
La deuxième question, c'était cette façon de faire tronc commun avec les États du Sahel. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une nouvelle donne sur la scène Ah oui, c'est une nouvelle donne sur le plan sous-régional, sur le plan régional africain et sur le plan international. Vous savez que nous avons été colonisés par la France, qui n'a jamais vraiment accepté l'indépendance réelle de nos pays, qui gouverne toujours à travers nos élites en sous-main. Donc nous voulons maintenant pouvoir nous occuper de nous-mêmes, gérer nos propres affaires. Et face à ça, la France est réfractaire. Est-ce que vous avez vu? Et vous avez suivi ce qui s'est passé lors du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger? Comment a été la réaction de la France, qui a voulu instrumentaliser la CEDEAO pour qu'on aille attaquer le Niger et rétablir l'ancien président qui était un partenaire favorable à la France. Donc nous ne pouvons pas supporter des choses comme ça. Que les Français gèrent leurs affaires. Nous ne nous immisçons pas dans les affaires de la France. Donc nous ne voulons pas que la France s'immisce dans nos affaires. Contrairement à ce qui se passe ici en Russie, où on traite d'égal à égal. Voilà. Donc les Russes nous respectent et nous respectons les Russes. Ça, ce n'est pas le cas avec les pays occidentaux. Donc, nous voulons, n'est-ce pas, au niveau de la sous-région, montrer qu'il y a une nouvelle donne. Nous prenons notre destin en main. Notre destin n'est plus subjugué aux caprices d'une puissance étrangère. Voilà. Et au niveau de l'Afrique, nous voulons montrer que c'est possible. Il est possible de se libérer. Il est possible de prendre son destin en main. Il suffit d'avoir la volonté et le soutien de son peuple. Ça, c'est au niveau de l'Afrique. Au niveau international, nous voulons contribuer à l'instauration d'un nouvel ordre politique et économique. Donc, vous savez qu'actuellement, la Charte des Nations Unies est interprétée à volonté par certains États qui se permettent de tout faire au nom de la Charte, qu'ils interprètent à leur façon. Nous voulons que la Charte soit interprétée dans son esprit, parce que la Charte a été écrite au nom des peuples des Nations Unies. Donc, nous voulons que la Charte soit interprétée au nom de l'intérêt des peuples des Nations Unies. Et donc, nous sommes pour une lecture de la vérité de la Charte, pour que la Charte soit lue et interprétée dans son esprit, et non pas malmenée selon les caprices des uns et des autres. Il y a un certain nombre de pays qui sont constitués et qui œuvrent pour cela, pour amener au respect de l'esprit de la Charte des Nations Unies. Alors, parlons des Nations Unies, Monsieur le Premier ministre. Tout récemment, à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, plusieurs pays africains ont justement abordé le fait qu'ils voulaient que l'Afrique ait des places permanentes au Conseil de sécurité de l'ONU. Pensez-vous que si l'Afrique ou les pays africains ont des places à l'ONU avec droit de veto, ça pourra changer la donne sur le plan des relations diplomatiques internationales? Au Conseil de sécurité, les grandes décisions se font à ce niveau-là. Et quand ceux qui disposent du droit de veto ne sont pas d'accord, même si ça va dans le bon sens, ils mettent leur veto et puis ça bloque. Mais alors que, si vous remarquez, l'Afrique, c'est le deuxième continent le plus vaste au monde, après l'Asie. Et c'est un continent également très peuplé. Un continent d'avenir où il y a la jeunesse. Un continent où les ressources ne sont pas encore bien exploitées. Et malheureusement aussi un continent où il y a beaucoup de conflits, oui, beaucoup de déplacés, etc. Donc nous ne comprenons pas pourquoi des grandes décisions peuvent se prendre sans que l'Afrique n'y participe avec un droit de veto. Donc nous sommes d'accord. Et moi-même personnellement, en tant que chercheur, j'ai fait des écrits en la matière où je préconisais depuis près d'une vingtaine d'années que l'Afrique devrait avoir un droit de veto. Et moi, je pense que je préconisais même 3 pays. Et je les avais identifiés, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte. Maintenant, je rectifie avec la nouvelle donne. Et je pense qu'on ne peut pas constituer, on ne peut pas donner un droit de veto à l'Afrique en excluant la Confédération des États du Sahel. Donc la Confédération des États du Sahel doit avoir un droit de veto aux Nations Unies. Parce que si vous le remarquez, ce sera le territoire le plus vaste du continent africain et l'un des territoires les plus peuplés et l'un des territoires avec le plus de potentialité, le plus d'avenir. Donc on ne peut pas donner un droit de veto à l'Afrique
en ignorant la Confédération des États du Sahel. Donc, nous pensons que dans le cadre de cette réforme-là, il faudra en tenir compte, ou alors ce Conseil de sécurité sera bloqué.